Dans le coin, près de la coulisse même, se tient une jeune fille de 16 ans, Mathilda. La respiration, zaccadée. Elle attend. Pas le signal, pas le début, pas son partenaire. Elle l'attend lui, le jeune tsarévitch n'est pas encore devenu empereur. Mais elle a déjà cessé d'être une danseuse ordinaire. Il apparaît dans la loge, comme toujours. Un peu plus tôt que ne s'ouvrent les rideaux, sans suite, presque silencieusement. Il s'assied droit, mais sans tension. Son regard n'est pas celui d'un dirigeant, mais celui d'un homme qui regarde pour la première fois et veut comprendre. Elle fait un pas sur scène, les mouvements précis comme taillés dans l'air. Le dos droit, les bras volent, non parce qu'on le lui a ordonné, mais parce que c'est une confession sans mots. La musique coule, mais on l'entend à peine. Toute la salle n'entend que sa respiration à lui, assise au premier rang. Et comment elle lui répond par chaque mouvement. Quand le spectacle se termine, les spectateurs applaudissent. Lui, non. Il se lève simplement, puis hoche lentement la tête. Une fois. Et pour elle, c'est plus que n'importe quelle première. Mathilda n'est pas née dans la richesse, mais dans la tradition. Son père dansait à la cour, et de lui elle a hérité un corps qui obéit à chaque muscle, et une fierté qu'on ne peut cacher sous le maquillage. À l'académie, elle était la meilleure, mais pas la plus modeste. Dans les coulisses, on ne l'aimait guère. Mais la scène l'aimait. Et voici maintenant, quand il apparaît de plus en plus souvent, quand ses serviteurs chuchotent près de l'entrée et que les loges se taisent dès qu'il passe dans le couloir, Mathilda comprend. Elle est au bord. Pas au bord de la scène, au bord du destin. Elle n'est pas encore maîtresse, pas encore favorite, mais déjà, plus simplement ballerine, elle lit dans le miroir non son reflet, mais l'avenir. Pas un prince sur un cheval blanc, mais une couronne qu'on ne peut toucher, mais qu'on peut réveiller. Il ne sait pas encore comment elle s'appelle. Mais bientôt il le saura, et alors elle dansera non pour le maître de ballet, mais pour l'histoire. Pendant que les autres filles rêvent de sécriche, rêvent de scène, elle rêve de marcher sur le sol de marbre du palais d'hiver en pointe, mais sans baisser la tête, et d'être non simplement femme près du trône, mais femme pour qui le trône est prête à tout risquer. Chapitre 2. La danse qui fait trembler la Russie. Quand Mathilda sort sur scène, Namama Samez. La salle n'applaudit pas, ne chuchote pas, ne bouge pas. Elle se fige. Ce n'est pas un salut devant le ballet, c'est une attente tendue. Parce que chacun sait, elle ne danse pas seulement pour le public. Quelque part là-bas, dans l'ombre de la loge, il est assis. L'héritier, le tsarévitch, l'homme dans les mains duquel l'avenir du pays. Et la femme dont le corps se meut sous la musique s'est déjà écrit une place dans cet avenir. Nicolas la regarde non comme une artiste, pas comme une sujette. Il regarde comme un homme qui ne peut pas encore, mais veut déjà. Et cette frontière mince entre pouvoir et désir se ressent dans chacun de ses pas. Mathilda danse comme si elle savait que de cette soirée peut changer non seulement son destin, mais le destin de l'Empire. Et dans cette danse, il n'y a rien de docile. Chaque mouvement de tête, comme un défi, chaque mouvement de hanche, comme une déclaration. Après la représentation, la loge devient un champ d'intrigue. Fleurs, messagers, rubans avec initiales, et des pas, silencieux, assurés, impériaux. Il entre non avec fracas, mais avec un silence qui dit plus que les mots. Les serviteurs dans le couloir détournent le regard. Le théâtre sait. La ville devine, l'empereur se tait. Mais chaque soir, quand s'éteint la lumière, s'approche de sa porte un homme dont le nom ne peut être prononcé à voix haute. Elle ne demande pas combien de temps cela durera, ne demande rien, mais chaque matin se réveille dans des draps blancs et regarde ses mains, comme pour vérifier combien de pouvoir reste après la nuit. Les femmes au palais la haïssent. Les femmes écrivains la maudissent, les aristocrates tissent des commérages dans leurs éventails, mais le public voit que dans ce corps, il n'y a pas seulement le don du ballet, mais le don de régner sans couronne. Les rumeurs grandissent, on dit qu'elle peut chuchoter un nom, et le bal du palais sera annulé, que son sourire peut fermer la porte devant la fiancée de l'empereur, qu'un jour elle n'ouvrira pas la porte, et la Russie tremblera. Mathilda ne nie rien, elle danse simplement. Et sa danse n'est déjà plus de l'art. C'est une arme, silencieuse, belle, invincible. Chapitre 3. La femme que craignait l'impératrice. Quand dans la cathédrale résonnait le chœur nuptial,
et qu'au-dessus des têtes des jeunes mariés tremblaient les couronnes, le public retint son souffle non d'attendrissement, mais d'une question: où est-elle? Mathilda, l'ancienne mais pas oubliée, maîtresse du tsarévitch, maintenant déjà empereur, femme qu'il avait connue avant qu'il ne devienne tsar, et, le plus dangereux, savait comment il était vraiment. Elle n'apparut pas au mariage, n'envoya pas de lettres, n'envoya pas de fleurs. Elle simplement resta. Dans la ville, on attendait qu'on l'expulse, que son nom disparaisse des commérages et son visage des affiches de ballet. Mais au lieu de cela, elle reçoit de nouveaux invités. La villa près de la mer, pas un refuge modeste, mais un palais sans trône. Les robes de Paris arrivent par Bamati par boîte, les bijoux, accompagnés d'officiers. Ce ne sont pas des poètes amoureux qui les offrent, mais de grands-ducs, ceux dont le sang est aussi bleu que celui du nouvel empereur. Ces soirées ne sont pas de ballet, mais diplomatiques. Sa chambre, pas un secret, mais un territoire d'influence. L'impératrice Alexandra, allemande, froide, élevée dans la rigueur protestante. Pour elle, Mathilda, péchait avec visage d'ange. Elle ne craint pas le corps de la ballerine, mais ce qui se cache derrière, les souvenirs, les faiblesses, les caresses qu'on ne peut plus effacer. Chaque fois que Nicolas regarde par la fenêtre, Alexandra pense à qui il se souvient. Chaque fois qu'il se tait au dîner, elle entend son nom, non prononcé, mais vivant. Mathilda n'attaque pas. Elle n'écrit pas de lettres, mais son apparition a une réception, comme un coup de feu. Elle ne baisse pas la tête, ne salue pas, regarde simplement, longuement, avec ce même léger demi-sourire que Nicolas connaissait de trop près. Elle est la seule qui ose regarder l'impératrice comme une femme, pas comme une tsarine, pas comme une épouse, mais comme une rivale. La ville sait qu'entre les deux femmes, le silence. Mais dans ce silence se cache une bataille, et il n'y a pas de vainqueur, parce que Mathilda n'est pas celle qu'on peut exiler. Son nom vit dans les couloirs du palais, dans les chuchotements des femmes de chambre, dans le parfum ténu des parfums que Nicolas apporta un jour par erreur à la maison. L'impératrice ordonne de jeter le flacon. Mais il revient quand même, comme revient la mémoire. Mathilda vit dans l'ombre, sans perdre son éclat. Elle danse de plus en plus rarement. Maintenant, sa scène n'est pas le théâtre, mais les salons. On vient à elle avec des fleurs, et on repart. La voix baissée et une lettre serrée contre la poitrine. Certains reviennent, certains disparaissent à jamais. Mais tous savent, cette femme dont le nom ne peut être prononcé à la cour, cette femme qui n'a pas de titre, cette femme qui n'a pas de mari, reste la seule que craint l'impératrice elle-même. Chapitre 4. La maison où régnaient passion et diamant. Dans la ruelle Kameny, au cœur même de Pétersbourg, s'élève un hôtel particulier, pas un palais pompeux comme chez les grands-ducs, pas une maisonnette théâtrale d'actrices, mais autre chose, une forteresse, un temple, une coulisse, derrière laquelle se déploient des passions qui font trembler même le palais d'hiver. La maison de Mathilda n'est pas pour le luxe, pour le pouvoir, enveloppée de velours, l'escalier d'honneur, comme une marche, les miroirs au mur, pour voir comment on la regarde, les cheminées brûlant le jour, le vin coule le soir, et la nuit, personne ne regarde aux fenêtres, parce que tous savent, à l'intérieur, il n'y a pas seulement de la lumière. Au mur, des tableaux. Officiellement, cadeau de collectionneur. En réalité, écho de passion traduit en huile et or. Chaque portrait, rappel d'un homme qui jadis jurait, est parti quand même, ou resta. Dans l'un des cabinets, une vitrine. Là, dit-on, reposent des lettres, presque toutes sans signature, certaines en français, d'autres en russe. Les troisièmes, sans mots du tout, seulement des baisers sur papier, une feuille griffonnée mes feuilles griffonnées d'une écriture nerveuse se terminent par cette ligne. Je suis à toi, même si tu n'es pas à moi. On dit que c'est après ces lignes qu'un des grands-ducs donna sa démission, et qu'un autre cessa de prendre de la nourriture. Le lit dans sa chambre n'est pas seulement un meuble, c'est un territoire. Y entraient des hommes qui, dans la salle du Conseil d'État, parlaient avec une retenue froide, et ici, tremblaient. Elle en reçut 3, pas ensemble, pas en même temps, à tour de rôle, selon le désir, parfois selon l'humeur. L'un était poète. Il lui disait des mots
qui devenaient ensuite des vers, l'autre, militaire. Il apportait des bleus sur son corps et demandait pardon avec ses lèvres. Le troisième, presque mari. Mais c'est justement ce presque qui le rendait désirable. Elle ne choisit jamais un seul, parce qu'elle savait, la soif est plus forte que la possession. Les serviteurs dans cette maison ne parlaient jamais à voix haute, même dans la cuisine, parce que les murs entendaient tout et devenaient eux-mêmes légendes. Le jardin était conçu pour que personne ne puisse voir qui sortait par l'entrée de service. Mais tous devinaient et donc n'osaient pas demander, parce que les réponses auraient pu détruire la dynastie. Ici, Mathilda n'était pas seulement maîtresse de maison, mais tsarine sur ce, habituée à commander. Personne ne l'appelait Madame. Mais chaque homme ayant visité cette maison perdait à jamais une partie de lui-même. La laissait dans un verre, dans une lettre, dans un pli de drap. Dans sa mémoire ou dans son indifférence, cette maison ne figurait pas sur les cartes officielles, mais la connaissaient tous ceux qui avaient aimé au moins une fois jusqu'au tremblement. Et encore aujourd'hui, sur le mur de la chambre, au-dessus du miroir pend une gravure. Désire mais ne possède pas. Les mots de Mathilda. Femme qui ouvrit les portes là où les diamants brillaient moins que son regard. Chapitre 5. Le scandale que même Nicolas ne put étouffer. Il vint au monde la nuit, dans la maison où toujours brûlait la lumière, mais cette nuit-là, toutes les bougies furent éteintes. Mathilda n'appela pas de sage-femme de clinique, n'écrivit pas à sa mère, ne demanda pas de bénédiction. Elle accoucha dans le silence, dans ses propres draps, dans la maison où trop souvent on chuchotait de passion, mais maintenant, pour la première fois, de vie. Le matin, à travers Pétersbourg, couraient déjà les rumeurs. La ballerine a accouché. Le nom du père, inconnu ou connu de tous. Mais ne se prononce pas. Les journaux écrivent de façon voilée. Dame de la société, proche de la cour, enfant aux traits fins et aux yeux couleur de Volga. Un auteur anonyme ose davantage. La grande scène a engendré grande descendance, ou le grand sang a engendré la scène. L'article disparaît, le rédacteur licencié. Mais les lignes ont déjà été lues. Au palais commence la panique. Nicolas est déjà empereur. Il se tait, mais le visage devient de pierre. Il renvoie les généraux, exige copie des registres, convoque les chambellans, ordonne d'empêcher de nouvelles publications. Mais trop tard. La ville parle. Le nom du père de l'enfant, le grand-duc André Vladimirovitch, cousin de Nicolas. Homme beau, jeune, sans titre, mais avec le feu dans le sang. Et avec un amour insensé que ne purent arrêter ni protocole, ni dynastie, ni le souverain lui-même. Mathilda ne confirme rien, et ne nie rien, aux questions répond par le regard. Et quand un jour à une réception quelqu'un ose prononcer, on dit que vous avez un fils, elle prend un verre, boit une gorgée et dit calmement « Je sais ce que signifie créer la vie, c'est suffisant. » L'enfant, un garçon. Parrain, non nommé. Document, embrouillé. Mais dans ses yeux, on voit ce qu'on craint, le contact avec le pouvoir par l'amour et non par le sang. L'Église condamne, les courtisans évitent. Mais le public vient au Mariinsky 2 fois plus souvent. Mathilda retourne sur scène, avec une nouvelle lumière dans les yeux. Sa danse est devenue différente, elle n'est pas sur la passion. Elle est sur la force ferme, inflexible d'une femme qui ne s'est pas brisée, même quand l'Empire ordonna d'oublier son nom. Nicolas tente de l'effacer. Officiellement, elle est artiste hors cadre. Informellement, menace qu'on ne peut nommer, mais impossible de vaincre. Parce que le public l'aime, et on ne commande pas au public. Quand un jour on lui envoie une lettre anonyme avec des menaces, elle la déploie, lit et la brûle au-dessus d'une bougie. La cendre tombe sur le sol. Elle chuchote. « On ne m'oubliera pas, parce que je n'ai pas seulement enfanté un fils, j'ai enfanté une légende. » Et à ce moment devient clair. Mathilda est plus qu'un scandale. Elle est un coup auquel même l'empereur ne put parer. Chapitre 6. L'Empire s'effondre. Et elle reste dans l'or. Le vent d'octobre déchire les affiches. Au coin des maisons, des soldats aux yeux comme n'ayant pas dormi toute une époque. Dans la ville ne résonne plus de musique, seulement des pas,
des coups de feu et la voix rude du mégaphone. L'impératrice est emmenée dans une voiture fermée aux rideaux tirés. Les grands-ducs, on les prend dans les dachas et les gares. Les courtisans brûlent brûlent des papiers et arrachent des cadres les photographies en uniforme. Mathilda ne se cache pas. Elle porte fourrure sombre, parfum de parfums orientaux et collier qu'on offrait jadis à genoux. Elle descend l'escalier de son hôtel particulier sans se presser, comme si ce n'était pas la Révolution, mais un bal. Quelque part en bas claque une porte. C'est la domesticité qui s'en va. Certains dans la panique, certains pour se sauver. Et elle reste, regarde le miroir, touche son cou, ajuste légèrement ses boucles d'oreilles, puis va dans le cabinet. Le coffre est caché derrière un panneau miroir. Ses doigts connaissent que le code même en dormant. Là, pas d'or. Là, des lettres. Liasses, nouées de rubans de velours. Certaines sentent le tabac, d'autres le jasmin. L'écriture, tranchante, impérieuse, royale. Dans l'une d'elles, signature de Nicolas. Dans une autre, confidence d'un grand-duc dont on avait peur même dans le cercle familial. Elle les sort une par une, ne lit pas, regarde simplement. C'est sa forteresse, son armure, sa mémoire. Dans les rues, chaos. Dans les palais, interrogatoire. Sur les visages des aristocrates d'hier, cendre. Elle ne se cache pas dans la cave, ne met pas de noir, ne coupe pas ses cheveux. Elle met des perles. Les serviteurs reviennent avec des nouvelles. Ont arrêté Kczesinski père. Ont fermé le Mariinsky. Ont déclaré la comtesse B traîtresse. Elle hoche silencieusement la tête et ajoute dans la voix, un peu moqueuse. Et moi, on a encore peur de me nommer à voix haute. Sa maison, on l'évite. On dit qu'il y a garde. D'autres chuchotent magie. En réalité, seulement elle, femme qui tant d'années dansa devant le trône que s'il l'a pris les pas du pouvoir. Dans une des nuits vient à elle un officier, jeune, effrayé, tout en sueur. Il faut que vous fuyiez. Et où, si je suis déjà chez moi? Elle reste dans la ville plus longtemps que permis, dans les jours où sur la Nevski marchent des soldats en capote et avec de nouveaux hymnes aux lèvres, dans sa maison s'allument des bougies. Et résonne la musique, ancienne, tsariste, la même sous laquelle elle dansait le premier soir quand il entra dans la loge. L'Empire s'effondre, mais elle, non. Parce que l'Empire tenait sur les lois, et elle, sur le désir. Aux empires on tire dans la nuque, et elle, on s'en souvient en chuchotant, avec tremblement, avec envie, avec culpabilité, et avec ce sentiment particulier qui reste quand tous les autres sentiments ont déjà brûlé. Elle reste, dans l'or, dans la mémoire, dans la peur que son nom résonne un jour à nouveau à voix haute. Chapitre 7. La femme qui survécut à tout le ballet et à toute la dynastie. Le train va lentement, comme s'il traînait derrière lui non seulement les wagons, mais l'époque. Derrière les fenêtres défilent steppes, gares silencieuses, femmes en fichu noir, enfants sans sourire. Ce n'est pas une fuite, c'est l'expiration de l'Empire. Tout fuit quand à qui peut, avec portraits dans les valises, avec icônes sur la poitrine, avec bijoux cousus dans l'ourlet. Mathilda est assise près de la fenêtre, en manteau simple, visage fermé et dos droit. Elle ne pleure pas et ne regarde pas en arrière. Elle regarde devant, vers l'avenir, où il n'y aura pas Nicolas, théâtre, loge, salut et admirateur. Seulement elle, son corps et sa mémoire. Par la Crimée, vers Constantinople. De là, à travers toute l'Europe. Dans les trains et sur les quais, on la reconnaît. Certains s'inclinent, certains détournent le regard. Mais tous se souviennent. À Paris, elle descend avec la même expression qu'elle avait jadis en montant sur scène, ne demandant pas, n'exigeant pas, prenant sa place. On ne l'accueille pas comme mendiante, on ne l'accueille pas comme exilée, on l'accueille comme légende. Les premières semaines, silence. Elle vit dans un appartement modeste, boit du café noir, écrit des lettres à son fils, regarde de vieilles photographies. Mais longtemps, ne peut pas. Son corps se souvient du rythme, les mains de la ligne, les épaules de la scène. Elle ouvre une école de ballet. Pas pour la gloire, pour la vie. Dans les rues, bruit. Dans les journaux, guerre. Dans l'air, inquiétude.
Et dans sa salle, miroir, piano, plancher de bois, voix, stricte et douce à la fois. Elle place la main aux élèves, corrige le menton, regarde droit dans les yeux et dit « La danse ne commence pas avec les pieds, avec la colonne vertébrale et avec le cœur. Elle ne leur enseigne pas seulement battements et arabesques, elle enseigne comment ne pas trembler quand on vous trahit, comment marcher le dos droit, même si derrière le dos, seulement solitude, comment sourire quand on vous oublie, et comment se taire quand on se souvient de vous. Certaines filles ne supportent pas, s'enfuient, pleurent, se plaignent, puis reviennent. Parce qu'elles comprennent, elles n'apprennent pas seulement la danse, elles apprennent à vivre comme elles vécut. Dans un des cours, une fille tombe. Perdue, effrayée, regarde le sol. Mathilda s'approche, la relève par le poignet et dit « Nous ne tombons pas, nous faisons simplement pause entre les pas. » Le soir, elle s'assied à la fenêtre et relit les lettres. Certaines ont déjà pâli, écrit à son fils, écrit comme mère, mais entre les lignes, voix de cette femme à qui plus aucune scène ne fait peur. Elle a survécu au théâtre, a survécu à lui, a survécu à l'impératrice, la cour, la dynastie, la révolution. Maintenant, elle est seule, mais dans cette solitude, grandeur. Et quand quelqu'un l'appelle ancienne ballerine, elle sourit seulement. Je ne suis pas ancienne, je suis la dernière qui se souvient comment danser quand le monde entier s'effondre sous les pieds. Chapitre 8, Mathilda et les roses blanches sur la tombe des Romanov. À Paris, la lumière grise du matin se pose sur les toits, comme cendre. La ville dort encore, et elle marche déjà dans les rues, lentement, boitillant légèrement, gants aux mains, court, et ce même regard droit, qui ne change pas depuis des décennies. Au poignet, bracelet, jadis offert par celui dont elle ne prononce plus le nom. Dans l'autre main, bouquet de roses blanches, toujours exactement autant qu'il y en avait de ceux qu'elle survécut. L'église, petite, orthodoxe, dans une ruelle où il n'y a pas de vitrine et de hâte. Le vieux prêtre la salue des yeux, mais ne dit pas de mots. Il sait pourquoi elle est venue, et sait qu'elle ne demande pas l'absolution. Mathilda ne s'approche pas de l'autel, n'allume pas de bougie, ne se signe pas. Elle s'assied simplement sur un banc et se tait, parfois quelques minutes, parfois une demi-heure. Ses yeux sont secs, le visage immobile. Seules les lèvres bougent à peine perceptiblement, comme si elle parlait avec ceux qui ne sont plus. Elle ne prie pas, mais chacun de ces silences est plus fort que 1000 prières. Les Romanov sont partis, l'Empire tombé, les noms, oubliés ou maudits, et elle est restée avec des souvenirs qu'on ne peut montrer ni au musée, ni au spectacle, avec des caresses qui furent vraies, mais que personne n'osera confirmer, avec des voix qui résonnaient dans l'obscurité, quand tout le pays dormait, et avec le silence qui maintenant vit en elle, comme bilan. On ne l'invita à aucune panégyrie, on ne l'appela pas aux mémoriaux. Son nom, on s'efforce de ne pas le mentionner dans les mémoires, parce qu'il est trop vivant pour s'inscrire dans le deuil noir et blanc. Mais chaque année, elle vient, seule, sans caméra, sans accompagnement, sans foulard sur le visage, et pose des roses, pas sur une tombe, sur la mémoire, parce qu'elle ne pleure pas, elle rappelle. Que l'histoire ne se divise pas en bons et méchants, que dans la chambre de l'empereur il y avait plus de vérité que dans la salle de séance, que la passion n'est pas toujours crime, et qu'une femme qu'on voulut oublier reste parfois plus longtemps que celle qu'on glorifia. Quand elle s'en va, le vent joue avec l'ourlet de son manteau. À ce moment semble, ce n'est pas une vieille, pas une émigrée, pas une ballerine. C'est toute la Russie oubliée qui sait encore comment sentent les roses blanches laissées sur la tombe de ceux dont le nom est interdit mais dont l'ombre est restée. Chapitre 9. Le corps que n'oublierent même pas les vieillards. Elle a 90 ans, mais dans sa démarche, il y a encore le rythme. Elle va dans la salle lentement avec une canne en longue robe grise dans laquelle sont cachés et modestie et défi. Cheveux gris rassemblés en chignon, visage ridé, mes lèvres se souvenant encore comment sourire pour que les hommes oublient leur nom. C'est une soirée de ballet, jubilé, jeunes danseurs répètent dans les coulisses. L'orchestre accorde les instruments, invités nombreux,
Mais dans les portes apparaissent non simplement spectateurs, légendes d'époque, ceux qui connurent la scène quand elle était vraie. Et voici qu'elle entre, Mathilda, silencieusement, presque imperceptiblement. Mais quand elle fait le premier pas dans la salle, se lèvent les hommes, pas par protocole, pas par politesse, mais parce que dans le corps de cette femme, histoire. Son port n'est pas simplement droit, il est royal. Même la canne ne la rend pas faible, plutôt contraire, souligne la force. Une des jeunes ballerines chuchote à son amie. C'est celle-là même? Celle-là même? On l'amène à la loge. Elle s'assied, sans se presser, applique les doigts à la tentamp, hoche légèrement en signe de salut, et à ce moment, Manon, tout le théâtre devient temps passé qui soudain vit à nouveau. À l'entracte s'approche d'elle un homme, gris, en ordre. Jadis officier, maintenant presque ombre. Il prend sa main, la presse aux lèvres, et dit « J'étais garçon quand vous dansiez. J'avais 10 ans, je ne compris pas alors ce que je ressentais, mais maintenant je sais, c'était l'admiration et la peur, devant une femme qui n'appartenait à personne. » Elle sourit. « Je n'appartiens toujours pas, dit-elle, même pas à moi. Après le spectacle, on lui propose de monter sur scène. Le public attend, mais elle refuse. J'ai déjà dansé ici. Aujourd'hui, c'est leur nuit. Mais quand elle s'en va, le public applaudit quand même, sans la voir, sans l'entendre, parce qu'elle est toujours sur scène, dans le port, dans le regard, dans la façon dont la jeune ballerine tend le pied, dans la façon dont l'homme porte la main au cœur, dans la façon dont le silence devient plus fort que la musique, s'il y a dans la salle celle qui jadis tenait le pays au bout des doigts et tournait l'histoire par le mouvement de l'épaule. Chapitre 10. La ballerine qui dansa au-dessus d'une époque. Dans la vie de Mathilda, il y eut tout ce qu'on a coutume de séparer dans les manuels. Empire et exil, amour et scandale, théâtre et révolution, couronne au-dessus de la tête et coup de feu derrière la fenêtre. Son chemin n'est pas une ligne, c'est un pas dans lequel chaque mouvement se donnait non par facilité mais malgré la pesanteur. Elle vécut presque un siècle, et chaque décennie, comme acte séparé de ballet, dans lequel changeaient décor, acteurs, musique, mais elle restait, ne survivait pas seulement, vivait comme elle seule vivait, avec un port que ne purent courber même les intrigues impériales, avec des mains qui se souvenaient du geste d'amour, même quand autour résonnait la haine, et avec des yeux dans lesquels jusqu'à la fin scintillait ce feu, devant lequel jadis se mettaient à genoux les grands-ducs. Elle fut femme sans trône, mais connut le prix du pouvoir. Femme sans titre, mais resta la seule que craignait l'impératrice. Femme dont l'amour on tenta de rayer des chroniques et les souvenirs, d'enfermer dans un coffre. Mais rien ne réussit, parce qu'elle ne demandait pas permission, n'avait pas besoin de protecteur, elle dansait, et par cela changeait plus que les oukase et tsaristes. Quand la scène se changea en bateau d'émigration, le costume en manteau gris, l'or en lettres, elle continua quand même à vivre dans le rythme qu'elle connaissait depuis la jeunesse, avec souplesse, précision, beauté, et toujours au-dessus de terre. Et même quand les spectateurs furent remplacés par des bourreaux, l'orchestre par des coups de feu, et la scène par une rue avec billets allés simples, elle ne se trompa pas, ne tomba pas, ne perdit pas le tempo. Elle se dressa surpointée et fit le dernier, le plus haut, le plus audacieux pas, resta elle-même. Mathilda Kschessinskaya mourut à Paris. Dans son lit, entouré de photographies, lettres, bouquets, dans lesquels il n'y avait pas une seule rose, seulement des camélias blancs, fleurs qui ne crient pas, mais se souviennent. Aux funérailles vinrent des vieillards qui dans l'enfance lui tenaient de la main, et de jeunes ballerines qui ne l'avaient jamais vue, mais apprenaient les mouvements par récit. Parce qu'elle ne vécut pas simplement, elle survécut à tous, et non seulement à la scène, à l'empire, aux hommes, aux amants, aux tsars. Elle survécut au temps, et resta comme geste, comme image, comme défi, ballerine qui dansa au-dessus d'une époque, et partit sans attendre le rideau.